Bonjour et bienvenue dans cette série de capsules consacrée à la mécanique quantique. Ceci est la première capsule. J'ai décidé tout simplement de faire différents stades de lecture de la mécanique quantique. Donc d'abord, simplement pour les gens qui sont curieux de la mécanique quantique, quelle est-elle? Quel est son but? Comment a-t-elle vu le jour? Et puis, à un niveau de lecture un petit peu plus poussé, avec des mathématiques, parce que là, on ne peut pas les éviter à ce niveau-là. Malgré tout, c'est un parti pris que j'ai décidé ici de considérer, de me limiter à des mathématiques qui sont accessibles. Allez go, c'est parti. Ceci est la première partie, ceci est la première capsule. Il n'y a aucun prérequis, sinon tout simplement que d'avoir un esprit ouvert. Et je commence donc par vous rappeler des choses que vous avez certainement étudiées au niveau du collège, du lycée, à savoir étudier la trajectoire des objets macroscopiques. Qu'entend-on par macroscopique? Eh bien, une pierre qu'on jette du haut du toit d'un building, une voiture qui roule sur une route, un avion qui fait aussi un trajet dans les airs. Tout ça, c'est de l'ordre du macroscopique et les équations qui gouvernent les trajectoires de ces objets sont bien connues. Ouais, il suffit d'avoir un minimum, je vais dire, de base en mathématiques pour pouvoir résoudre ces équations-là. Bon, parfois, c'est pas toujours évident, mais malgré tout, si vous avez cette technique à votre disposition, vous connaissez la trajectoire de ces objets macroscopiques. Mais au niveau des objets plus petits, les objets microscopiques, eh bien, aussi doué que vous soyez, avec une aussi grande technique que vous puissiez avoir, malgré tout, vous allez être limité. Il sera impossible de mettre en évidence la trajectoire de ces objets microscopiques. Vous allez voir, et ce sera l'objet de la capsule suivante, qu'on va parler en termes de probabilité. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, dans cette région de l'espace, j'ai une certaine probabilité que l'objet soit présent. 10% de chance, par exemple, hein, donc une probabilité de 0,1. Mais cet objet pourrait aussi être dans une autre région de l'espace. Et là, la probabilité, elle augmente. On est de l'ordre de 24%. Je pourrais également être dans une troisième région, voire une quatrième, une cinquième, etc. Ce qui veut dire que nous ne saurons pas à l'avance où se trouve cet objet microscopique. C'est une grande frustration de la mécanique quantique, mais on ne peut rien y faire, on ne peut rien prédire quant à la trajectoire de ces objets microscopiques. Maintenant, peut-être une question que vous vous posez, macro-micro, quelle est la frontière? Excellente question, dont nous n'avons pas la réponse. En général, on situe ça aux alentours du nanomètre, donc 10 exposant moins 9 mètres, 1 milliardième de mètre. Mais cette frontière, elle est flexible, elle est malléable. Un phénomène purement quantique comme l'intrication, par exemple, on croyait réservé à des particules élémentaires, on s'aperçoit que c'est transposable à des atomes, voire à des molécules. Jusqu'où va-t-on s'arrêter? On n'en sait rien, donc la réponse, elle est ouverte à ce niveau-là. On sait juste, en tout cas, que certains objets sont purement macro pour le moment, l'avion, la pierre qui roule, l'auto, et d'autres objets sont purement micro, comme les particules élémentaires, électrons, protons par exemple. On ne sait pas exactement définir la frontière. Voilà, deuxième frustration à l'horizon. Et l'histoire de la mécanique quantique, elle commence il y a longtemps en fait. Nous sommes au XVIIe siècle. Il y a une divergence d'opinion, on va l'appeler comme ça, entre deux scientifiques reconnus, à savoir l'anglais Isaac Newton et le néerlandais Christian Huygens. Et quel est l'objet de la discorde? Eh bien tout simplement la nature de la lumière. Et oui, parce qu'à cette époque, on va distinguer deux types d'éléments. Soit on est matière, la pierre qui roule, pas l'auto mais le cheval qui parcourt un chemin. Donc tout ça c'est de la matière. Ou on est onde. Et là, nous savons maintenant ce que c'est. À l'époque, se pose la question de la nature de la lumière. Et Isaac Newton, qui est le père
de l'étude du corps matériel, forcément il penche pour la matière lui. Pour lui, la lumière est constituée de petites particules de matière et Huygens n'est pas du tout de cet avis. Pour lui, la lumière est une onde. Et donc c'est une dispute, comme ça, c'est une divergence d'opinion qui va traîner un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un troisième larron qui mette tout le monde d'accord, provisoirement. Et ce troisième larron, c'est Thomas Young. Thomas Young, il a l'idée d'une expérience qui va dire si la lumière est matière ou onde. Et certainement que vous êtes en train de vous poser la question, à ce moment-ci, oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la mécanique quantique? La mécanique quantique, c'est 3 siècles après. Oui, vous allez voir que les racines, parfois, elles sont profondes. Et donc, Thomas Young, ici, il se dit ceci. Je vais mettre au point une expérience pour avoir maintenant une idée définitive de la nature de la lumière. Idée qui finalement n'a pas été si définitive que ça. Et j'y reviendrai. Et il se dit, bon, si c'est une onde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un exemple d'onde, ce sont les vagues qui sont faites par une mer, un océan. Donc vous voyez ici ces histoires de creux et de vagues comme ça qui alternent. Ça, c'est la propagation d'une onde. Et Thomas Young sait, et je vous en donne une illustration ici par rapport à une photo qui a été prise à Alexandrie, que si l'onde arrive sur un trou, on va dire ça comme ça, sur une fente, il y a ce qu'on appelle un phénomène de diffraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, regardez la photo, ça va vous paraître clair. Les vagues, tout le monde a déjà vu ce que sont des vagues, hein, c'est parallèle au rivage. Mais quand ça arrive sur une fente, ça va se transformer en onde sphérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous avez des cercles de cercles ici qui traduisent le mouvement ondulatoire. Et c'est le cas, c'est une expérience que tout le monde peut faire. Vous faites arriver ici des ondes d'eau sur une fente et automatiquement, passé la fente, vous allez voir apparaître des ondes sphériques. Ce qui est intéressant, ce sera l'expérience de Thomas Young, qui ne considère pas une seule fente, mais deux. Et deux fentes qui sont assez petites et rapprochées. Pourquoi? Parce que quand votre série de vagues arrive sur les deux fentes, et vous voyez alors la deuxième photo à l'extrême droite, eh bien, il va y avoir un phénomène d'interférence. Donc, vous allez avoir des ondes sphériques après la première fente, vous allez avoir des ondes sphériques après la deuxième fente, mais ces ondes sphériques, puisque les ondes, vous voyez, ça s'agrandit les cercles, les arcs de cercle au fur et à mesure de la propagation, ça s'agrandit, eh bien, ça va se rencontrer. Donc, les ondes sphériques de la première et de la deuxième fente vont se rencontrer. C'est le phénomène d'interférence. C'est la rencontre tout simplement de deux ondes. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit une vague va rencontrer une vague, et ça va donner une vague encore plus grosse, c'est ce qu'on appelle une interférence positive, soit une vague va rencontrer un creux, et dans ce cas-là, ça va s'annuler. C'est ce qu'on appelle une interférence négative. Donc vous allez avoir une succession de vagues plus grosses ou au contraire de platitudes. Et c'est ce qui s'observe ici sur l'image par rapport à des zones qui sont plus éclaircies, on va dire, et ça signale les interférences positives, et des zones plus sombres qui signalent les interférences négatives. Donc, c'est-à-dire que ici, un creux va annuler un sommet, une vague. Et Thomas Young se dit, si ça arrive pour l'eau, voyons voir si ça arrive pour la lumière. Et dans ce cas-là, je saurais que la lumière est une onde, elle est de nature ondulatoire. Parce qu'il y a des comportements différents. En fait, cette expérience, elle peut se faire par rapport à une particule de matière ou par rapport à une onde. Le dispositif est assez simple. Vous mettez ici une plaque avec deux fentes qui sont relativement étroites et rapprochées. Vous mettez derrière ce dispositif-là un écran. Et si la chose que vous projetez est une onde, eh bien vous allez voir une série de raies sur l'écran. Donc une alternance ici de bandes sombres et de bandes plus lumineuses.
Pourquoi? Parce que c'est le phénomène d'interférence, tout simplement. Quand les vagues se cumulent, c'est une raie qui est lumineuse. Quand les vagues se détruisent, s'annihilent avec un creux, eh bien là, c'est une bande qui est sombre, tout simplement. Donc vous avez ces raies, cette alternance de raies qui se voit sur l'écran si ce que vous testez est une onde. Comment comprendre ça? Imaginez, vous dirigez une source de lumière, une lampe torche par exemple, sur les deux fentes. Qu'est-ce qui va se passer? La lumière, elle va traverser les deux fentes en même temps. Et c'est ça qui est important. C'est le fait qu'elle va passer par les deux fentes simultanément. C'est ça qui va provoquer les ondes sphériques à l'arrière et donc l'interférence puisque vous avez deux ondes qui se propagent simultanément. Ça, si vous avez une onde. Et si vous avez une particule, imaginez, tout simplement, imaginez que vous tiriez avec un fusil. Vous avez un fusil comme ça et vous avez des cartouches de peinture pour ne pas faire trop agressif. Si vous tirez une première cartouche, ça va passer, si vous êtes un tireur adroit, soit par la première fente, soit par la deuxième fente, mais pas par les deux en même temps. Ce qui veut dire que soit vous êtes un tireur maladroit et ça ne passe par aucune des fentes, soit vous êtes un tireur adroit et ça passe par la première ou la deuxième fente, mais pas les deux en même temps. Vous n'avez pas de phénomène d'interférence pour quelque chose qui est matériel, qui n'est pas ondulatoire. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez tout simplement non pas avoir une succession de raies lumineuses et sombres, vous allez juste avoir deux impacts de peinture si vous tirez des cartouches de peinture. Et ces deux impacts de peinture seront derrière tout simplement les deux fentes. Grosso modo, ça prendra, pas tout à fait exactement, mais ça prendra la forme des deux fentes. Donc c'est très simple en fait. L'expérience de Thomas Young, elle est aussi géniale que simple. Vous avez deux impacts, c'est de la matière. Vous avez plus que deux impacts, à savoir une alternance de raies lumineuses et sombres, c'est une onde, tout simplement. Et Thomas Young fait cette expérience pour la lumière. Il voit une alternance de raies sombres et lumineuses. Pas de doute alors, la lumière est une onde et on en reste là. 3 siècles après, ça va changer. Ça va changer pourquoi? Parce que tout simplement arrive, nous sommes au début du XXe siècle, un physicien qui s'appelle Max Planck. Et Max Planck, il va s'intéresser à une expérience qui ne colle pas avec la théorie qui a été acceptée jusqu'ici, à savoir le rayonnement d'un corps noir. Alors, je n'entre pas dans les détails ici. Si vous êtes curieux, il y a toujours moyen de trouver des vidéos là-dessus ou des ressources là-dessus. Mais en tout cas, Max Planck ne parvient à expliquer ce rayonnement du corps noir que si l'énergie est quantifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième capsule parce que là, on va devoir aller vers des mathématiques. Mais bon, l'énergie, tout le monde sait de quoi il s'agit. Quantifier, ça veut dire qu'en fait, vous avez certaines valeurs possibles de l'énergie. Imaginez un code barre. Voilà. C'est un petit peu le meilleur exemple que je puisse vous donner dans la vie courante. L'énergie est représentée par un code barre, ce qui veut dire que vous avez évidemment des alternances ici de raies et absence de raies. Bon, c'est quelque chose qui doit se faire. On ne peut expliquer cette expérience que comme ça. Oui, mais ça ouvre la porte à pas mal de choses. Et en fait, ça va être le point de départ de la mécanique quantique. Pourquoi? Parce que non seulement Max Planck met en évidence la quantification de l'énergie, mais il met en évidence une petite constante, c'est-à-dire c'est une grande de par son importance historique, mais elle est petite de par sa valeur. Elle est de l'ordre de 10 exposant moins 34. Autant vous dire que ça ne se voit pas tous les jours, et ça s'exprime en joules secondes, mais ça j'y reviendrai dans la deuxième capsule. Et cette constante, qu'on va noter H, va être appelée la constante de Planck, et elle va tout bouleverser. Elle va tout bouleverser parce que, rappelez-vous, on croyait que la lumière était onde. Oui, mais Max Planck plus Einstein qui va se greffer là-dessus, nous sommes quand même face à deux géants, se disent que tout d'un coup, l'expérience de Thomas Young, elle est bien jolie pour nous montrer que la lumière est onde. Mais ici,
avec ces nouvelles considérations expérimentales, je vois qu'elle est également matière, qu'elle est constituée de particules de matière qu'on va appeler des photons. Ah, donc double nature, retenons ça. Et intervient un deuxième grand scientifique, Louis de Broglie, français celui-là, qui se dit « Ok, donc Planck et Einstein viennent de montrer que la lumière est à la fois onde et particule. Du coup, moi, j'ai une question. Je considère une particule, l'électron. Est-ce que par hasard, elle ne peut pas être une onde aussi? Eh bien, bingo. Et on va en reparler. Et c'est ça qui va amener le troisième grand scientifique de ce début de la mécanique quantique, Erwin Schrödinger, à traduire le phénomène à l'aide de ce qu'on appelle une fonction d'onde. Attention, donc là, je suis déjà en train de vous mettre en place toute la traduction mathématique de la mécanique quantique. On reverra ça dans la deuxième capsule. Je ne vous dis pas ce qu'est une fonction d'onde pour le moment, sinon que grosso modo, vous allez voir, mais en tout cas certainement pas d'un point de vue mathématique. Et finalement, je ne vous dis pas non plus, mais là je vais y venir, pourquoi l'idée de Broglie s'est avérée révolutionnaire et surtout correcte. Eh bien oui, parce que on s'est dit, on va tester l'hypothèse de Broglie. Il nous dit, si vous avez affaire à un électron, on sait que c'est une particule de matière, tiens, puisqu'il y a double nature pour la lumière, est-ce qu'il n'y aurait pas double nature pour l'électron? Est-ce qu'il ne pourrait pas se comporter comme une onde? Comment peut-on voir si l'électron se comporte comme une matière, comme une particule de matière ou comme une onde? Eh bien, l'expérience de la double fente de Thomas Young. Et je vous ai montré ici 5 photos. Alors, c'est une expérience qui a été produite une première fois, mais des centaines de fois par la suite. Et ça arrive toujours à la même conclusion que vous voyez sous vos yeux. Alors, comment fait-on ça? Vous prenez un canon à électrons, vous mettez le dispositif de la double fente d'abord et de l'écran ensuite. Et puis, les électrons, ils vont passer par les fentes, la première ou la deuxième fente. Voilà. Et on a au départ, regardez la première photo, elle n'est pas très explicite. On voit des impacts, oui, mais on ne voit pas trop ce que ça fait comme impact. La deuxième photo, ça a l'air d'être une soupe d'impact, il n'y a pas grand-chose qui se met en évidence là. La troisième photo, regardez, ça commence déjà à être évident. Nous voyons des alternances de bandes plus sombres et plus lumineuses. Alors, plus lumineuse, ça veut tout simplement dire qu'il y a le plus d'impact. Quatrième photo, les bandes se confirment. Et l'ultime photo, la cinquième, c'est clair. Vous n'avez pas deux impacts. Comme devrait le faire une particule de matière, vous avez une alternance de raies sombres et lumineuses. Ce qui veut dire que l'électron se comporte comme une onde aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien plus d'un siècle après. On constate juste que c'est comme ça. Ce qui veut dire que, c'est assez fou, mettons-nous vraiment face à l'expérience, vous tirez des électrons, et alors les gens se sont dit, ok, on tire des électrons, mais c'est normal, on en tire tellement qu'ils passent par les deux fentes. Et donc, il y a interférence, d'où l'alternance de bandes lumineuses et sombres. Eh ben non, parce qu'on a décidé de les tirer un par un. Et même si vous les tirez un par un, il y a ce phénomène d'interférence. Imaginez, donc ça veut dire, si on transposait ça à notre corps à nous, qui est matériel, vous êtes face à deux portes et vous passez par les deux portes en même temps. Donc ça défie absolument toute logique. L'électron passe par les deux fentes en même temps. Et c'est pour ça que vous avez ce phénomène d'interférence. Vous devez passer simultanément par les deux fentes pour pouvoir observer cette alternance de raies sombres et lumineuses, pour pouvoir observer ce phénomène d'interférence. Sinon, vous ne l'auriez pas. Ça veut dire alors que quoi? Ça veut dire que notre électron, tout d'un coup, quand il voit les deux fentes, il se transforme en onde. Et puis, il va faire un impact d'électrons, comme un gentil électron bien élevé, mais comme il s'est transformé en onde momentanément en passant par les deux fentes, ça donne un phénomène d'interférence. Alors, comment s'est-il transformé en onde? Quelle est la nature de cette onde?
On ne sait strictement pas. Et pourquoi ne sait-on pas? Parce que tout simplement, et c'est encore une grosse question ici de la mécanique quantique, c'est que quand vous mettez un détecteur pour essayer de voir ce qui se passe dans les deux fentes là, parce qu'on aimerait bien savoir comment l'électron il passe par les deux fentes en même temps. On aimerait bien nous peut-être passer par deux portes en même temps, hein, ça serait peut-être intéressant. On veut essayer de comprendre pour comment cet électron, qu'est-ce que c'est que cette onde là qu'on ne voit pas a priori. Eh bien, la grosse frustration de l'histoire, c'est que si vous mettez un détecteur au niveau des deux fentes pour essayer de voir ce qui se passe, l'électron ne se change pas en onde. Eh ben non, il se comporte comme un brave petit électron et il passe par une des deux fentes à la fois. Et c'est pour ça que quand vous mettez un détecteur, vous ne voyez pas la nature ondulatoire de l'électron. Il se comporte comme une particule de matière. Et hop, on va faire gentiment deux impacts, là, enfin deux séries d'impacts sur l'écran derrière le tableau de la double fente. Si vous comprenez ça, vous avez de la chance. Mais après tout, Feynman disait lui-même que celui qui comprenait la mécanique quantique ne comprenait en fait rien à la mécanique quantique, puisque ce sont des choses qu'on ne comprend absolument pas. Alors, il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Bon, aucune n'a vraiment émergé. Pourquoi? Parce que, on va y revenir, hein, mais quelqu'un, par exemple, d'aussi brillant que Eugène Wigner, qui a quand même été prix Nobel, ce n'est pas rien, s'est dit finalement, il y a une espèce d'action ici du détecteur ou de l'humain à travers une conscience qui interagirait avec l'électron pour lui dire et oh là tu te comportes comme une particule de matière et pas comme une onde. Parce que si vous retirez le détecteur, ça va se comporter comme une onde. Si vous mettez le détecteur, ça se comporte comme une particule de matière. Allez comprendre ça. Donc personne n'a l'explication à ce moment-ci. Et je pense qu'on ne doit pas trop chercher finalement. C'est vers quoi la mécanique va tendre en disant il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Tant pis. On va avancer et on va mettre des maths sur ce phénomène que finalement on ne comprend pas, même s'il y a des gens évidemment qui s'en inquiètent quand même. Bon, personnellement, j'ai eu la chance et l'honneur d'assister à une conférence du grand Nathan Rosen, qui a quand même été un collaborateur d'Einstein, et lui-même disait, écoutez, avant 60 ans, ne vous posez pas de questions philosophiques et calculez. Comment a-t-on une double nature? Comment cette nature est-elle finalement influencée par la présence humaine ou pas? Ça pose vraiment question. En tout cas, on ne peut que constater que si vous n'avez pas de détecteur, l'électron il se comporte comme une onde, c'est-à-dire comme quelque chose de lumineux, quoi, finalement, hein, bon, si on peut appeler ça comme ça, et donc il va passer par deux portes en même temps. C'est ça, finalement, la même chose. Voilà, je suis humain et je passe par deux portes en même temps. Alors, c'est quand même extraordinaire, hein. Maintenant, nonobstant cette grande interrogation qui subsistera, cette alternance ici de raies sombres et lumineuses veut dire quelque chose. Là où vous voyez du sombre, ça veut dire que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'impact d'électrons. Là où vous voyez du lumineux, là, il y a eu beaucoup d'impact de l'électron. Ce qui veut dire que l'électron, il a plus de chances de se trouver à certains endroits qu'à d'autres. D'où la probabilité que je vous annonçais. Là où il y a des raies sombres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance que l'électron n'y aille, que les électrons n'y aillent, puisque vous voyez qu'il y a quand même quelques impacts, mais la chance est moins grande, la probabilité est moins grande. Là où vous voyez des raies plus lumineuses, plus claires en tout cas, eh bien là, il y a eu plus d'impact, donc il y a eu plus de chances, la probabilité est plus grande que les électrons aillent là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va traduire à l'aide de la fonction d'onde. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'on va traduire avec un magnifique dessin, comme vous voyez, je suis très douée, en disant que, comme pour la mer et ses vagues, on va essayer de mettre en évidence une fonction qui ait des creux et des vagues, tout simplement. Donc bien sûr, les creux vont correspondre
aux bandes sombres et les sommets, les vagues, les pics là vont correspondre aux bandes qui sont plus blanches. Et ça va tout simplement donner lieu à la naissance de la fonction d'onde. Ce que vous voyez là est une fonction d'onde. On y reviendra. J'ai envie de dire que là, maintenant, je vais devoir passer à quelque chose de plus mathématique. On va essayer de mettre tout ça en équation. Mais de nouveau, à parti pris, des maths assez simples. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième capsule. Merci beaucoup pour votre attention.